mesdames, messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette conférence qui réunit 3 univers industriels essentiels pour notre économie et la compétitivité de notre pays: les poids lourds, la construction et la logistique. On voudrait avant tout vous exprimer la vision de la SIAM, qui croit que la transition écologique est une opportunité. C'est une opportunité économique, une opportunité énergétique, une opportunité de retrouver une compétitivité, y compris une compétitivité industrielle. Cela ne va pas sans contrainte. Elle représente aussi un bouleversement profond des repères pour nos entreprises. Mais restons sur les positifs et regardons nos atouts. Nos atouts est d'abord les marchés européens. Pour rappel, ils représentent près de 21 000 milliards d'euros de PIB, alors que la Chine représente 19 000 milliards. Alors on a une longueur d'avance. La transition écologique, ce n'est pas un secteur marginal, c'est un effort, un investissement qui représente presque 1 000 milliards par an jusqu'à la fin de la trajectoire. Cette nouvelle dynamique crée bien entendu des opportunités pour l'innovation, l'industrialisation, les emplois et la création de la valeur. Il faut également avoir en tête qu'aujourd'hui, 93% de l'énergie du transport routier dans l'Union européenne reste fossile. Cette énergie, l'énergie fossile, crée une dépendance extérieure qui fragilise nos coûts, nos chaînes logistiques, notre sécurité d'approvisionnement, mais également elle conditionne nos relations, y compris nos relations commerciales avec des pays souvent à risque. Les entreprises qui investissent aujourd'hui dans cette transition, c'est des entreprises qui investissent dans leur avenir de demain. C'est elles qu'elles vont vendre. Celles qui anticipent réduiront leurs coûts d'exploitation, gagneront en efficacité énergétique et répondront aux attentes sociétales, écologiques et bien entendu réglementaires, puisqu'on a dit tout à l'heure que le cadre réglementaire est également important. Mais il faut être lucide, cette transition bouleverse les repères. Pour les industriels, les transporteurs et les constructeurs, les modèles économiques changent, les investissements sont lourds, les normes évoluent vite, parfois même trop vite, les technologies arrivent plus vite que les infrastructures, le coût du capital n'a jamais été aussi élevé que depuis 15 ans. Trouver des modèles économiques stables malgré l'instabilité fiscale et réglementaire, c'est un défi de tous les jours. La transition écologique n'est pas une ligne droite, c'est une évolution quotidienne faite de réglages, d'essais, des ajustements et très souvent de doutes. On se sent dans notre quotidien parfois seul dans ce contexte qui est souvent trop réglementé, dans ce contexte devant des décisions d'investissement. On se sent seul devant les clients qui sont parfois méfiantes, parfois dans l'attente de comprendre au mieux, seul face aux impératifs de décarbonation. Or, la transition ne peut pas être un parcours solitaire, c'est un projet collectif, industriel et européen. C'est pour ça qu'on a organisé ce débat, pour vous montrer qu'on n'est pas seul, que chacun, en fait, contribue dans un projet collectif et on a besoin de toutes les forces et une conviction commune pour pouvoir arriver. Alors, on a mis autour de la table 3 univers différents. Davy Guillemard, président de Volvo Construction et Équipement en France. Ulrich, président de Daimler France. Et Emilio,
Portillo, que vous connaissez peut-être d'une autre vie, puisqu'il était dans une autre vie directeur général d'Iveco, alors il a l'habitude de ces salons, mais qu'aujourd'hui, il est président de Junrich. C'est une société de logistique. Alors, on va leur donner la parole pour nous décrire l'activité dans laquelle ils se trouvent et leur choix vers cette transition écologique qui n'était pas toujours une obligation, comme on va voir, comme on va découvrir ensemble. David, est-ce que tu veux commencer? Oui, bonjour. Tu veux que je t'explique le début de l'histoire de l'électromobilité dans la construction? Je me souviens, en fait, on s'est rencontrés il y a 3 ans maintenant à Lyon, à un événement qui est organisé par le groupe Volvo, Move to Zero. Et là, moi, je suis venue voir les camions et les bus et j'ai découvert des engins de chantier. Je ne savais pas que on pouvait électrifier. Je ne savais pas qu'il existait. Et surtout, j'étais étonnée parce qu'il n'y a pas d'obligation légale pour pouvoir faire ça. Alors pourquoi vous avez pris ces tournants? Oui, effectivement. Alors pourquoi on a pris ce tournant? Certainement parce que Volvo, avant tout, on est des motoristes. Et la technologie et les nouvelles évolutions qui sont arrivées depuis 2010 dans le bus sont arrivées aussi dans le camion. Et on s'est dit, tiens, il n'y a rien qui nous contraint, il n'y a rien qui nous oblige, pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas cette voie? En plus sérieusement, on travaille en France avec des industriels, des grands comptes. En gros, le marché de la construction, c'est 35% de grands comptes qui ont tous les mêmes obligations sur la partie poids lourd, mais aussi sur la partie engin décarboné. Et donc, l'histoire dans la construction et chez Volvo CE, ça a commencé en 2019 avec les premières machines, donc les machines compactes. Alors si on fait un lien vers le monde du poids lourd, c'est les VUL, donc les petites utilisations urbaines, et sur lequel on a commencé à électrifier ces gammes-là, donc 2019. 2019-2025, 6 ans, et au fur et à mesure, on est en train d'électrifier l'ensemble de nos gammes. Alors pour ceux qui connaissent les pelles hydrauliques à chaîne, donc ce que l'on va retrouver dans les carrières, les pelles hydrauliques à pneus, donc celles qu'on va retrouver aussi sur la partie urbanisation, mais c'est des produits 15-20 tonnes. Les grosses chargeuses qu'on va retrouver chez des industriels comme toute la partie recyclage, environnement. Et puis après, ce qui est plus rigolo, c'est aussi les matériels lourds. Et donc là, on a annoncé cette année, à la Baoma, les premiers tombereaux, donc les gros camions articulés qu'on retrouve en carrière, on va les électrifier aussi. Alors, vous êtes rentré par opportunité, parce que vous avez vu de nouvelles opportunités. Comment les clients ont réagi? Alors forcément, quand on est les premiers, on ouvre toutes les premières portes, les plus compliquées. Alors c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que ça nous permet aussi de mesurer les écarts technologiques, les écarts d'attente. Bien sûr, l'enjeu, comme dans le camion, autour du TCO est super important. Comme je te le disais, pas d'obligation, mais aucune obligation pour personne. C'est-à-dire que les constructeurs, dans le camion, il y a les lois Vecto qui contraignent la partie production. Il y a les ZFE côté client. Alors, les ZFE, où est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Côté client, en termes d'utilisation, nous, dans la construction, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, aucune obligation, mais aussi aucun bonus pour l'utilisation. Donc, on est vraiment dans la démonstration. Et donc, à la question, les premiers enjeux, on est rentré sur les machines compactes, donc vraiment les machines qu'on retrouve dans les villes. Et notre enjeu était de démontrer que sur les chantiers, on peut ajouter une chose qui est assez rare, c'est le silence. Et donc on est rentré sur cet angle-là, ajouter le silence dans les chantiers, parce que par définition, à l'intérieur des villes, vous avez des enjeux d'urbanisation très forts. Ces enjeux-là seront très itératifs. Les villes évoluent, on veut rajouter de plus en plus de bien-être à l'intérieur des villes. Et juste pour faire tout ça, on ne claque pas des doigts, on fait des chantiers. Et en plus, dans les villes, il est difficile de pousser les riverains pour leur dire écoutez, là, on va juste changer, poussez-vous et revenez dans 2 ans et la transition, elle sera faite. Donc, c'est le premier angle qu'on a attaqué sur la partie urbanisation. Et forcément, on s'est ensuite entrechoqué avec nos clients qui ont les mêmes enjeux SBTI de décarbonation. Et là, on est plutôt avec les grands groupes. Comme je disais, 35% du marché sont nos clients du type FH, Colas, Bouygues, etc. Mais aussi les industriels dans toute la partie recyclage. Et donc ces gens-là ont vu
dans les évolutions technologiques qu'on amenait sur nos machines, de l'intérêt. On va voir quand on va parler avec Ulrich, comme on a évoqué tout à l'heure, qui est notre problématique principale, c'est les infrastructures de recherche. Comment vous avez résolu ces problèmes? C'est un autre point rigolo, c'est-à-dire que nos machines, l'ensemble de nos machines, on appelle ça des ENR, des engins non routiers. Donc par définition, ça ne va pas sur la route. Et donc par définition, ce n'est pas la machine qui doit aller à l'énergie, c'est l'énergie qui doit aller à la machine. Et donc souvent, quand on a des chantiers ultramobiles, des chantiers d'une semaine, 15 jours, 3 mois, eh bien il n'y a rien, même pas le début d'une infrastructure. Et donc là, l'enjeu, c'est d'amener l'énergie, d'amener l'électron directement sur les chantiers. Donc on a commencé par des choses assez simples, du type powerbank très classique sur du 48 volts. Aujourd'hui, on est sur des technologies beaucoup plus importantes. Et donc, on peut avoir des solutions complètement hors réseau sur lesquelles on vient recharger nos machines. Et les technologies sur les machines, aujourd'hui, on est entre la 4e et 5e génération de batteries. C'est-à-dire qu'au début, c'était plutôt des démonstrations pour expliquer que les forces de cavage de nos machines, qu'elles soient électriques ou thermiques, étaient les mêmes. Aujourd'hui, les clients ont clairement compris qu'il n'y avait aucune différence à l'usage, à l'utilisation. L'enjeu a été de rendre ces machines complètement disponibles en termes d'autonomie pour avoir une journée de travail. Aujourd'hui, on y est sur les mini-pelles, les mini-chargeuses, mais on est aussi sur des chargeuses lourdes où on est sur 10 à 12 heures d'utilisation en continu, donc la journée complète. Wow. Alors vous avez finalement créé une nouvelle offre en clé en main. Est-ce que vous restez sur les mêmes modèles de propriété des machines ou vous évoluez également au niveau de financement, au niveau de l'accompagnement? Quel est l'écart entre les thermiques et l'électrique d'ailleurs? L'écart en termes... en termes de prix, oui. C'est un peu plus cher. Aujourd'hui, le ratio, c'est 1 à 2. 1 à 2 parce qu'aucune incentive. Mais là, c'est le prix brut d'achat. Ce que j'achète 100, je l'achète en gros 200. Mais comme tu le disais, quand on a lancé ces machines, l'enjeu pour nous était triple. C'est une transformation autour de la technologie. Donc ça, c'est la machine qui change en termes énergétiques. Le deuxième, c'était une transformation autour de la partie commerciale. Et là, à partir du moment où on a lancé des nouveaux modèles, on ne les vendait plus, on les mettait sous des formats locatifs sur lesquels nous, constructeurs, on prenait nos responsabilités sur les valeurs résiduelles et sur les enjeux d'évolution technologique. Donc, sur les premières évolutions, on est parti uniquement sur ces principes-là. Et à partir du moment où la machine est totalement mature par rapport à l'usage du client, on ouvre la possibilité classique d'acquisition, etc. Mais on reste toujours sur des gaps importants en termes d'acquisition. Après, l'angle dans lequel on est rentré, alors que vous connaissez aussi dans le poids lourd, c'est l'approche TCO. Et quand on est sur des usages normaux, les écarts sont plutôt de l'ordre de 20 à 30%, donc qui restent raisonnables. Et encore une fois, sans aide et sans incentive de l'État. Peut-être, Ulrich, tu veux nous dire un peu qu'est-ce qui se passe dans les camions et si on trouve quelques points communs? Oui, je dirais définitivement qu'on trouve des points en commun. Le premier point étant le fait que nous avons commencé de travailler sur les nouvelles technologies sans qu'il y ait eu une réglementation en vigueur. Moi, je me souviens très bien, j'étais aux États-Unis des années 2016-17 et j'ai vu les premiers camions électriques tourner là-bas, qui ont été testés là-bas, que l'on a développé, et c'était par la curiosité et c'est par la demande de trouver des solutions de décarbonation pour le transport poids lourd ou bien les bus également. Voilà, c'est ça. Et donc, très clairement, ce développement, ça s'est fait à travers un trajectoire plutôt long. Et on est maintenant vraiment non plus dans cette phase d'expérimentation, mais d'exploitation commerciale déjà, qui est faite par nos clients. Et vous le voyez ici sur Solutrans, tous les constructeurs, la filière, elle est prête à pouvoir offrir des solutions pour la plupart des applications de camions poids lourds en termes de produits disponibles, que ce soit dans le transport régional, que ce soit peine à ordures ménagères, ou bien que ce soit dans le transport
de longue distance. Donc pour la majorité des applications, il y a des solutions. Il en reste des enjeux comme le ADR avec des liquides hydrocarbures ou de l'explosif, où l'électrique reste encore à trouver des façons comment réaliser. Mais de toute façon, les produits, ils sont là, ils sont à l'exploitation et on voit d'ailleurs les mêmes avantages que les sites de construction, la benne à ordures ménagère qui passe à 4 heures du matin pour faire la collecte des déchets, qui est silencieuse, c'est quand même quelque chose qui est bien apprécié. D'ailleurs, il y a un retour des chauffeurs quand même assez intéressant, c'est que les chauffeurs ils disent c'est la première fois quand on me voit en camion électrique, les gens commencent à sourire. C'est-à-dire qu'il y a une perception positive du camion qui apparaît dans la ville et le chauffeur, il le note, il voit qu'il n'est pas le facteur gênant, mais il est un facteur qui est apprécié. C'est quelque chose que je trouve comme élément de valorisation de leur métier, quelque chose de très positif. Et donc, en termes de coût d'exploitation, le camion, il coûte encore 2 à 2,5 fois ce qui coûte un camion thermique. Actuellement, c'est à peu près la fourchette qu'il faut voir, donc elle est assez grande. Mais ce n'est pas non plus le sujet principal. Le sujet principal pour le camion, c'est que nos clients, ils opèrent à des marges très très basses. Donc il faut de la fiabilité pour le produit. Le produit, il roule, il fonctionne. Il faut les points de recharge, donc l'infrastructure. C'est l'élément principal et c'est d'ailleurs le frein principal pour tous les constructeurs pour pouvoir accélérer cette décarbonation de la flotte roulante de camions. Il faut le prix de l'électron prévisible et la fiscalité autour de tout cela prévisible pour pouvoir opérer de manière conséquente. Mais on voit qu'à partir de 100 000 km par an, une rentabilité, voire même un avantage par rapport à un camion thermique peut être généré sous certaines conditions. C'est à condition que ce soit du transport planifiable, c'est du transport où on change potentiellement le mode opérationnel. Personnellement, j'en ai vu plusieurs clients qui ont roulé 15 000 km par mois dans leur camion pour juste l'utiliser au maximum et rentabiliser le camion au maximum. Donc il y a des éléments qui changent comme suite en termes de mode opérationnel pour l'application de cette technologie. Alors, à nouveau, changement de modèle, on passe finalement d'une économie plutôt autour du produit à une économie qui est beaucoup plus proche au client, à adapter la solution, à la customiser, à les comprendre. C'est une opportunité. Alors, je dirais qu'il y a deux éléments là-dedans. Il y a un élément qui est purement lié au fait que quand on achète un camion thermique, dans le passé, le client, il a eu son cahier des charges et il a eu 4 constructeurs parmi lesquels il a pu choisir. Aujourd'hui, le camion électrique, le client, il décide son cahier des charges, il décide les différents fournisseurs potentiels pour son camion, il décide l'infrastructure, la stratégie de recharge, le changement dans l'opérationnel qui vient avec. Donc ça montre déjà que le constructeur ne peut pas laisser le client juste seul avec sa décision d'acheter un produit ou non. C'est vraiment de créer l'écosystème et de l'accompagnement dans cet écosystème avec des services, avec du financement, avec des partenariats qu'il faut créer parce que le constructeur lui-même n'a pas la possibilité d'acquérir tout ce savoir-faire sur l'achat de l'énergie, la recharge intelligente versus le dump charging. Il y a quand même des éléments où il faut des partenariats. Donc ça nous fait rentrer, évidemment, dans des solutions qui sont beaucoup plus orientées
services autour de ce qui était juste la vente d'un camion dans le passé. Donc je pense qu'on est devenu de gestion d'un camion, gestion de la flotte, gestion du business du client. Et donc on rentre beaucoup plus là-dedans, et il faut beaucoup plus comprendre les enjeux de nos clients pour pouvoir réussir à l'accompagner. Emilio, je pense que vous avez passé en full électrique sans contraintes réglementaires. C'était un choix d'entreprise. Qu'est-ce que c'est bien cela? Alors, chez Jung Heinrich, effectivement, la décision a été faite il y a longtemps de passer en 100% électrique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de production thermique. Mais il reste quand même quelques contraintes, pas au niveau de mes confrères, pas au niveau del TP ou del camion que je connais peut-être un peu mieux. Mais pour autant, il reste quand même des contraintes. Donc à un moment donné, face à des clients qui de toute façon ils doivent se plier à son réglementation, le choix de passer en 100% électrique, il a été vu plutôt comme une opportunité. Comme une opportunité parce qu'à ce moment-là, on a changé complètement le business model tel qu'il était construit initialement. Nous sommes passés d'être des purs acteurs des fabrications et ventes de chariots élévateurs à un moment donné, proposer une véritable solution complète. Solution complète pourquoi? Parce que face à une réglementation comme peut être celle de climat et résilience qui oblige à mettre ou à avoir 30% des panneaux solaires sur la toiture d'un entrepôt si un bâtiment neuf dépasse 500 mètres carrés, nous avons décidé de proposer la solution directement aux clients en disant écoutez, dans ces cas-là, nous allons vous proposer les panneaux pour l'entrepôt, vous allez charger directement l'ensemble de vos chariots élévateurs qui cette fois-ci vont être 100% électriques, et à ce moment-là, on va trouver une solution 360 degrés parce qu'évidemment, pendant qu'il y a les heures de lumière, les heures dans lesquelles vos chariots doivent travailler, qu'il vous faut un système de stockage. On va vous faire, la production, une solution de stockage, avec notre propre système de batterie. Système de batterie pour lequel on a créé un produit qu'on appelle le Battery Bank. Donc on a un système de stockage qui permet soit de recharger la nuit l'ensemble des chariots et éviter les heures creuses, soit revendre cette énergie dans les réseaux, pourquoi pas, en faire une autre utilisation. Et donc on propose à ce moment-là, pas un chariot, mais on propose la production, on propose que notre client soit en totale autonomie, on propose à ce moment-là un système de stockage, et finalement on se rend compte qu'en passant à cette formule, il fallait avoir également un système d'optimisation. Ce système d'optimisation, on le trouve comment? On le trouve à travers toute une série de nouvelles propositions, de nouvelles offres packagées qu'on fait pour nos clients, qui sont des outils développés par nous pour pouvoir faire la meilleure gestion et optimiser au maximum la batterie. Je pourrais en faire une liste, mais je ne vais pas t'ennuyer. Mais on a créé un système qui s'appelle le Battery System Management, qui est vraiment le cerveau de la batterie, qui tient compte de l'ensemble des éléments qui sont importants. C'est-à-dire que la batterie ne puisse pas se réchauffer, qu'elle n'augmente pas la température, s'assurer que les nombres de cycles soient parfaitement en ligne avec ce qu'on a imaginé initialement. Donc nous avons fait le choix de la batterie de lithium. Pourquoi la batterie de lithium? Parce qu'on considère qu'elle a une optimisation aux alentours de 20% par rapport à la batterie de plomb et par rapport au CO2, parce que finalement on parle aujourd'hui de transition écologique, il y a également moins 21% par rapport aux batteries de plomb. Donc quand on regarde le pourquoi on l'a fait, je disais tout à l'heure, vous n'avez pas de contraintes. Certes, les contraintes de nos clients ne sont pas les mêmes que dans d'autres industries comme par exemple le camion, mais pour autant il y en a. Et donc ce qu'on a fait, c'est on l'a retourné, on l'a fait devenir une opportunité pour nous. Et aujourd'hui, je te confirme effectivement, notre business model, il a changé. Si on compare celui d'il y a uniquement 5 ans par rapport à aujourd'hui, on ne fait plus le même métier. Et ça vaut pour la formule chariot manuel, qui est pour toutes les activités de robotisation qu'on pourrait proposer à nos clients, parce que l'ensemble sont également 100% électriques. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je dois vous poser cette question parce que je pense que c'est dans les têtes de tout le monde, notamment de nos hommes politiques. Qu'est-ce qu'on fait avec les nouveaux acteurs qui viennent dans les marchés, notamment de l'Asie? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça bouscule vos planifications?
Est-ce que vous considérez qu'il faut commettre des barrières? Comment vous réagissez en fait? Je profite que j'ai encore le micro. D'accord. Alors, en effet, l'arrivée des différents acteurs, que ce soit asiatiques, parce que quand tu dis différents acteurs, normalement, ce que tu fais référence, comme la plupart des gens qui sont en train de nous écouter en ce moment, c'est les Chinois. Face à l'agressivité qu'on peut voir aujourd'hui dans le marché, et je pense que c'est vrai dans toutes les industries, des acteurs asiatiques et notamment chinois, je pense que ça a été révélateur pour certaines sociétés qui ont été capables de voir là-dedans une véritable opportunité pour se réveiller. Notamment les sociétés comme la mienne, mais il y a d'autres qui étaient positionnées comme des boîtes, ils sont toujours des boîtes premium ou des sociétés premium, et qu'à un moment donné, on s'était un petit peu endormi. Je pense qu'on a pêché peut-être un petit peu voilà. Et donc le fait qu'arrive un nouveau acteur qui puisse nous secouer, ça nous a obligés à remettre en question toute une série de choses. Là où on est meilleur, notre niveau de service, et notre véritable valeur ajoutée à nos clients par rapport à ce qui arrive uniquement en faisant une question de prix. Et à ce moment-là, je vais parler maintenant uniquement pour John Henrich, après je laisserai la parole à mes collègues. Nous sommes arrivés même au stade de savoir quelque part à pousser, et tant mieux, à repenser notre gamme de produits. Et donc à ce moment-là, nous avons gardé certes notre produit, on va dire classique, sont le top de gamme, et on a créé également une nouvelle gamme qu'on appelle le mid-tech, donc la gamme moyen, pour ces clients qui aujourd'hui est plus intéressé à nous acheter le produit premium, très simplement parce qu'il n'en a pas besoin dans son activité au quotidien. Il est d'accord pour acheter un produit très simplement qui fasse le métier, le bon rapport qualité-prix. Donc tout en respectant évidemment ce que sont nos critères qualitatifs et nos critères de service. Et à ce moment-là, effectivement, ce que par rapport à hier, c'était une menace, c'est pour nous une façon de le tourner en opportunité. Et alors, Daimler, comment réagit à cette potentiel? On ne la voit pas encore, en tout cas dans les camions. Je pense que c'est structurel, mais peut-être ça peut changer. Comment les camions, l'univers des camions peut réagir à cette nouvelle compétition, en tout cas? Je pense que le premier sujet, c'est de se réveiller, de rester réveillé. Je pense que c'est vraiment le sujet principal pour tous les acteurs du marché, d'avoir une bienveillance, de ne pas devenir arrogant, de ne pas avoir de sentiment de supériorité à cause du fait que le produit soit développé au niveau requis par les clients. Ça, c'est le premier point qui est très important à noter, et je pense que c'est dans tous les segments, au niveau mondial, c'est une vérité ou une réalité générale que l'on peut généraliser. Voilà, c'est ça. Nous n'avons pas nécessairement la conviction que des barrières seront ce qu'il faudra pour éviter qu'il y ait de nouveaux acteurs qui rentrent dans le marché. Au contraire, la question c'est est-ce que la compétition se fait à un niveau égal? Est-ce que la compétition se fait avec des conditions similaires ou comparables? Voilà. Et c'est ça ce qu'il faudra assurer par la politique, de créer cet environnement dans lequel on aura une compétitivité comparable. Ce qui n'évite pas que nous sommes en train de travailler en conséquence et en continuation, comme tout le monde dans l'industrie du poids lourd, la qualité de notre service, la qualité de notre réseau, pour assurer que le client qui opère avec les marges plutôt faibles a le maximum de uptime pour le produit qu'il achète chez les constructeurs différents et donc également chez nous. Donc on travaille vraiment sur amélioration et je pense que la création d'un réseau pour un nouveau entrant du marché va être l'élément clé et déclencheur d'un vrai tremblement de terre, si on veut parler de ça. Mais jusqu'à ce que ce ne soit pas résolu,
le nouveau produit, il pourra être vendu et pourra se mettre en concurrence avec nos produits qui sont établis sur le marché européen. C'est-à-dire, on part finalement, c'est nous qu'on a l'avantage compétitif d'avoir cet ancrage territorial, industriel d'abord, territorial, historique, d'avoir notre réseau et d'être se réveiller assez tôt pour pouvoir prendre de bons réflexes et changer nos modèles. Exactement, exactement. Mais comment ça se passe Comment ça se passe à la construction? Comment ça se passe? Ce que je vous disais tout à l'heure, on a 3-4 ans, suite aux décisions qui ont été lancées dans notre métier, 3-4 ans par rapport au monde du poids lourd. On voit qu'on est en arrière de phase. Même si cette arrière de phase est bénéfique, parce que l'ensemble des développements techno, on en bénéficie pour nos clients, j'ai le sentiment que notre marché est beaucoup plus agressé par ces nouveaux entrants. Alors, comme Emilio le disait, les Asiatiques, on les connaît beaucoup. Preuve en est, c'est qu'on travaille aussi sur leur marché. On a des usines chez eux, que ce soit en Corée, que ce soit en Chine. Donc, on les connaît. Mais derrière les Asiatiques, clairement, le focus, il est sur la partie Chine. Il ne faut juste pas oublier que tous les développements, batteries, solutions de charge, etc., ils savent très bien faire. Et donc on bénéficie aussi de ces avancées technologiques sur leur marché et par conséquent, on amène ces évolutions technologiques sur nos marchés européens. Donc par rapport à la question posée des barrières d'entrée, je pense que c'est juste impensable de le faire en tant que constructeur mondial. Par contre, comme Ulrich le disait, il faut que la compétition elle soit juste. Et donc c'est plutôt l'enjeu qu'on attend de nos politiques autour de ces sujets-là. Tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi, je disais qu'on avait eu trois transformations. La première technologique, j'en ai parlé. La deuxième commerciale, c'est comment on délivre sur le marché nos nouvelles offres. Et la troisième, c'est une transformation autour des solutions. Je m'explique. De plus en plus, on travaille sur ces notions de paiement à l'usage, intégrer de la valeur d'usage dans nos offres de services. Et c'est ce que Ulrich disait, c'est comment amener de l'uptime, comment amener des enjeux pour avoir non plus que des machines sécuritaires ou des machines qui discutent entre elles pour amener de la sécurité. Aujourd'hui, on en est sur des chantiers de plus en plus sécuritaires. Et donc, c'est augmenter cette valeur d'usage autour de l'uptime, autour de la sécurité dans nos chantiers, qui nous permet de garder cette position un tout petit peu premium sur les services. Même si, et je ne sais plus lequel de vous deux disait, il ne faut pas qu'on soit, un peu hautain vis-à-vis de ses concurrents. Aujourd'hui, chez Volvo CE, on a pour habitude de dire qu'on était certainement une marque premium. Aujourd'hui, avec les machines électriques, on n'a plus l'impression qu'il y ait des marques premium et des marques secondaires. Parce que les écarts techno sont plutôt très faibles dans le cœur de la technologie. Batterie, solution de recharge et moteur, c'est plutôt assez simple en termes de motorisation. L'enjeu et les positions premium, elles vont se faire sur les solutions. Et c'est là-dessus, alors derrière les solutions, naturellement, Ulrich le disait, des réseaux en force qui sont aussi en train de se transformer. Parce que la transformation, elle n'est pas que chez les constructeurs, mais elle est dans l'ensemble de l'écosystème. Amener une solution de recharge, on ne savait pas faire il y a 5 ans. On ne savait pas ce que c'était une batterie, un chargeur, etc. Et ça, c'est avec un réseau fort qu'on y arrive. Mais c'est vraiment surtout ces transformations autour de ces nouvelles solutions. On pense qu'on gardera un peu ce lead premium, mais plus sur les machines. On est tous pressés en fait d'aller un peu plus vite pour pouvoir voir la vision prendre forme, amortir nos investissements, rééquilibrer un peu les business models de l'entreprise parce que investir sur plusieurs technologies, c'est toujours très très difficile et délicat, ça nous expose, ça nous fragilise. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les secteurs que tu représentes pour aller un tout petit peu plus vite? J'aurais pour réponse de dire avoir une feuille de route énergétique un peu plus claire.
Comme tu le disais, aujourd'hui on a technologiquement plein de solutions, alors qu'on teste au niveau de nos usines, R&D, etc. Et ces usages d'énergie amènent des solutions plutôt intéressantes. Il faut juste ne pas oublier d'où nos clients partent. Il y a 5 ans, c'était du GNR, donc diesel rouge décarboné, et surtout détaxé, et avec des moteurs stage 5. Alors le stage 5 dans l'équivalent camion, c'est de l'Euro 6, donc avec des niveaux assez maîtrisés dans la chaîne logistique de l'énergie, etc. Puis ensuite, il y a des enjeux écologiques qui amènent toutes ces réflexions autour des nouvelles énergies, de l'hydrogène. Alors l'hydrogène, de quelle couleur doit-il être? On pense que ça doit être vert. Avec quelle technologie? Est-ce que ça sera du moteur hydrogène ou de la pile à combustible? Et puis après, on retrouve alors dans le poids lourd, et ça s'appelle le B100, chez nous ça s'appelle le HVO, c'est des bioénergies, des biodiesels, pardon. Et puis un peu plus loin, il va y avoir les e-fuels. Et en fait, dans toute cette cartographie de disponibilité, nous, industriels, alors sur la partie construction, mais j'imagine sur la partie poids lourd, sur la partie chariot élévateur, etc., on vient s'entrechoquer face à une politique énergétique pas forcément très très claire. Et donc, nos clients aujourd'hui nous demandent vers quoi on doit aller. Alors nous, on est persuadés que l'électrique est une solution très forte sur laquelle on s'engage. Mais potentiellement, est-ce qu'il y a d'autres énergies qui vont arriver et qui vont maturer? Et par exemple, on est en confrontation avec l'aéronautique sur le SAF, sur le B100 et le HVO. Et là, concrètement, quand on demande à Bercy, quand on demande au ministère de l'écologie, c'est quoi les orientations pour eux sur un plan à 5 ans, à 10 ans, qu'est-ce qu'on va avoir dans la construction, etc. On a des réponses, mais qui varient en fonction de qui les dit, et en ce moment, ils bougent beaucoup, donc on n'a pas forcément des visions très très claires de long terme. En 2018, on a eu ce qu'on appelait la loi de l'orientation des mobilités, qui a défini des plans quinquennaux sur quels doivent être les grands travaux au travers de la France, etc. Et sur l'énergie, on n'arrive pas à avoir cette vision-là. Donc, si j'avais la possibilité d'avoir cette réponse super claire, on serait ravis. C'est vrai que la réponse se dessine petit à petit. Nous avons travaillé très longuement dans la feuille de route de décarbonation. Vous étiez également autour de la table. Et on a imposé en fait la solution électrique, pas par dogme, mais parce que c'était une réponse à une demande qui était zéro émission. Et pourquoi? Parce que les transports routiers s'y prêtent. Alors maintenant, on découvre qu'également les secteurs du bâtiment s'y prêtent et la logistique aussi. Du coup, comme on disait dans la table ronde européenne de tout à l'heure, les autres énergies sont portées préjudice dans l'agriculture ou dans d'autres secteurs. Ils vont être fléchés vers des points d'industrie qui ne peuvent pas aujourd'hui être électrifiés, notamment les maritimes. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si c'est une ambition ou un courage politique de définir bien les choses, mais on commence petit à petit à les dessiner. Je pense que la réponse vient de nous, de nos produits et de l'audace. La même question? Les freins, ou bien qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer, c'est ça? Disons ça comme ça, Deux de façon éléments positive. très très clairs, infrastructure, je dirais 5 éléments. Alors je commence avec infrastructure et infrastructure. Non mais c'est vrai, c'est le sujet principal pour pouvoir accélérer. Je prends un exemple, c'est une étude l'ACA qui a été faite pour pouvoir atteindre les targets vectaux de baisse de CO2 en 2030 pour notre industrie. Il faudra installer 35 000 bornes de recharge haute puissance, c'est-à-dire au-delà de 300 kWh, plus 2000 stations d'hydrogène. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, chaque mois, 500 bornes de recharge haute puissance qui sont capables pour le camion. C'est quelque chose qui est très très compliqué à être réalisé. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Parce que ça montre que l'installation de l'infrastructure, elle n'est pas en phase avec les besoins du TRM.
que ce soit au dépôt ou en itinérance, pour pouvoir accompagner les transporteurs de réaliser cette transition. Donc, création d'infrastructures, premier élément. Et donc, ça vient avec l'accompagnement, la fiscalité, les incentives, les programmes qui vont avec. Ça, c'est le premier sujet. Et ça va jusque à la décision. Avec quelle rapidité est-ce que le permis de construire ou l'assurance ou les éléments qui sont autour de l'infrastructure seront accordés, seront donnés. Donc, c'est la rapidité des décisions. Deuxième élément, pour les camions actuellement ici en France, on a les fiches C2E, donc on a trouvé un moyen pluriannuel qui permet de subventionner l'acquisition d'un camion électrique d'une certaine manière, avec un montant qui est quand même assez important. De garder la pluriannualité ou la stabilité pluriannuelle de ces aides est essentielle. Et si on prend la discussion récente que l'on a vue et que l'on a vécue autour de la fiscalité du B100, ça nous a montré de manière extrêmement concrète qu'un changement comme celui-ci bascule le marché, fait peur à ceux qui achètent cette technologie. Je ne me positionne pas pour ou contre, je dis juste, ça montre que dans le TRM, avec les marges faibles, il y a de la stabilité qu'il faut, et donc c'est la stabilité qu'il faudra garder pour tout ce qui est fiscalité, les aides, les incentives autour. Voilà, ces deux éléments, c'est ce que je vois en tant que constructeurs dans la filière. D'ailleurs, on l'a vu dans d'autres secteurs que l'instabilité politique et fiscale qu'on vit en France a ses conséquences, alors que pour le reste de l'Europe, après les élections en Allemagne, après les élections européennes, après l'apaisement des tensions géopolitiques, dès qu'on a trouvé la stabilité, on a retrouvé la croissance. Et d'ailleurs, un dernier point, rajouter de la complexité à travers un éco-score pour les camions poids lourds, c'est certainement pas ce qui va nous aider à accélérer la décarbonation ou la transition dans les technologies. C'est-à-dire de rajouter des couches de réglementation supplémentaires. C'est exactement ce que le report de Draghi nous a recommandé de ne pas faire. Donc je pense que simplification, stabilité et investissement dans l'infrastructure, ce sont les trois éléments. Okay. Voilà. Et notre collègue, alors, la liste au Père Noël. L'industrie de l'intralogistique, elle est un peu différente de ce point de vue. On l'a évoqué tout à l'heure. On a des clients qui sont peut-être un peu moins réticents au changement de thermique à l'électrique. Déjà, les enveloppes d'investissement ne sont pas les mêmes que dans le transport et dans le TP. Ce n'est pas une question d'infrastructure, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a même la possibilité d'être complètement autonome en termes de recharge. En revanche, dès le moment qu'on va convaincre nos clients pour passer pas d'une activité qu'on évoquait tout à l'heure, ce n'est pas réellement l'achat d'un chariot élévateur, donc on passe du hardware au software. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une pédagogie avec les clients qui demandent d'avoir des gens qui sont qualifiés. Et dans notre industrie, comme il arrive aussi dans d'autres, nous sommes de plus en plus confrontés à la pénurie des personnels qualifiés. Quand on parle de l'intelligence artificielle, très simplement, il n'y a pas. Et dès qu'on veut aller dans des notions un peu plus poussées des connaissances techniques, ça devient compliqué. Et si on parle des activités peut-être un peu plus simples, entre guillemets simples, comme sont la manutention et la réparation, donc les activités d'atelier, techniciens et autres, on s'aperçoit que la pénurie elle est complète pour la totalité des industries. Donc dans notre segment, si on voulait accélérer, qu'est-ce que je pourrais demander au Père Noël pour accélérer? Nous, on aurait besoin que cet élément de la formation soit pris en compte, notamment dans un pays où aujourd'hui on sait qu'il y a encore peut-être 7 millions de chômeurs, ou 7% de chômeurs, qui représentent 2 millions ou 3 millions de personnes. Donc à un moment-là, il est évident qu'il y a des filières qui aujourd'hui pourraient produire énormément de postes de travail. L'intelligence artificielle, évidemment, en est une. Vous avez peur de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle va vraiment remplacer certains métiers?
nous utilisons l'intelligence artificielle comme levier pour donner à nos clients un maximum au niveau des services. Et donc, si on prend comme exemple l'activité de la robotisation et l'automatisation, qu'aujourd'hui nous sommes en train de développer, et on n'est pas seul, il y a d'autres confrères qui le font également, effectivement, l'intelligence artificielle est venue porter un plus en termes d'optimisation pour nos clients. Personnellement, je ne le vois pas comme un souci, comme un problème, comme un frein. Au contraire, je pense que ça va être comme la transition écologique et comme le développement durable, un levier, une opportunité pour nous tous, pour se réveiller et pouvoir transformer notre activité. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions à la salle? Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser? Stéphane? Non. Juste une réaction par rapport aux infrastructures. Moi, je suis d'accord. Parce que pour faire des infrastructures, il va falloir un peu de machines de TP. Donc si en plus elles sont électriques, ça sera parfait. C'est une parfaite conclusion. Alors, non seulement c'est une opportunité, non seulement c'est un changement finalement de paradigme à un grand spectre, mais c'est également une opportunité de synergie. Alors, je pense que c'était une bonne idée de vous réunir ici. Je vous remercie infiniment. Ulrich est ici. Il a un stand que vous pouvez visiter. Vous pouvez visiter les produits électriques de Daimler, mais les autres constructeurs aussi. Les deux autres invités, ils viennent de loin, uniquement pour cette table ronde. Alors, encore, merci infiniment d'avoir participé à cette réflexion.